là qui est responsable de la poliomyélite se transmet principalement par la voie féco-orale. Et une fois que le virus pénètre à travers l'ingestion dans la bouche de la personne, il va poursuivre 4 phases pathologiques. Nous avons premièrement la phase digestive. Elle est suivie la phase digestive digeste est suivie de la phase lymphatique où le virus va se retrouver dans les ganglions lymphatiques avant de devenir une infection systémique. Et à la fin, au cours de son évolution, le virus va aller s'attaquer au système nerveux, principalement au niveau des cornes antérieures de la moelle. Et c'est la phase neurologique qui est la phase critique de la maladie. Et dans plus de 90% des cas, la maladie évolue sans qu'il y ait de manifestations. Donc, la plupart des sujets contaminés vont être asymptomatiques. Et pour ceux-là qui vont présenter les manifestations, donc les 10% restants, l'expression clinique de la poliomyélite est dominée par des déficits neuromoteurs. Et ces déficits neuromoteurs ont une localisation ainsi qu'une intensité variable. Alors, c'est à partir de ces éléments physiopathologiques qu'on arrive à déterminer les options diagnostiques de la maladie. Et grâce à ces options diagnostiques qui ont été bien sûr définies par l'OMS, on a pu donner des définitions opérationnelles des cas. Ces options diagnostiques regroupent entre autres les arguments cliniques, c'est-à-dire il y a une définition clinique des cas suspects de poliomyélite, il y a les arguments biologiques et enfin, il y a les arguments moléculaires qui sont réservés le plus souvent dans la déclaration d'épidémie en premier lieu et la surveillance scientifique des cas. Alors, le tableau clinique qui va faire suspecter la poliomyélite va inclure quatre différents syndromes. Mais le plus grand syndrome, c'est la paralysie flasque aiguë. Cependant, cette paralysie flasque aiguë sera associée à la poliomyélite seulement après qu'on ait établi un lien épidémiologique. Ici, c'est pour attirer l'attention des collègues prestateurs de soins que lorsque vous êtes en face d'un cas de paralysie flasque aiguë, il faut toujours rechercher un lien épidémiologique avec la poliomyélite. Parfois, la poliomyélite peut seulement se manifester par un syndrome pseudogrippal. Chez certains sujets, elle peut se manifester en plus du syndrome pseudogrippal. On peut assister à un déficit moteur relatif et qui est le plus souvent précoce et se limitant au niveau des membres. Et dans les cas les plus graves, on peut aller vers un déficit moteur avancé, voire même une insuffisance respiratoire liée à la paralysie des muscles respiratoires. Ces deux derniers tableaux sont le plus souvent des tableaux tardifs. Alors, la définition des cas de poliomyélite retient différents profils. Il y a la définition sur base de preuves diagnostiques, les arguments diagnostiques auxquels on a fait recours pour définir les cas, ou soit nous avons les arguments microbiologiques. Alors, par rapport aux arguments diagnostiques, nous avons deux définitions des cas. Il y a les cas confirmés de poliomyélite, c'est lorsqu'on a une preuve biologique et ou moléculaire au-delà de la suspicion clinique. Et il y a des cas probables qui, le plus souvent, vont se limiter à des arguments cliniques en lien
épidémiologique avec la poliomyélite. Alors, pour ce qui est des arguments microbiologiques, il y a deux principaux profils de la poliomyélite. Nous avons la poliomyélite à virus sauvage et à l'opposé, nous avons la poliomyélite à virus lié au vaccin. Cette deuxième catégorie est apparue après les initiatives de vacciner les sujets contre la poliomyélite. Il s'est avéré qu'il y a eu des cas de poliomyélite liés au virus vacciné. Alors, pour ce qui est du traitement de la poliomyélite, jusqu'à ce jour, il n'y a pas encore un traitement curatif qui soit mis au point, à part quelques recherches qui continuent dans ce domaine. Et donc, du coup, l'accent reste placé beaucoup plus sur la prévention. Et les cas symptomatiques, jusqu'aux derniers cas qui ont été notifiés à travers le monde, ne bénéficient que des traitements palliatifs et qui doivent être pluridisciplinaires. Alors, pour ce webinaire d'aujourd'hui, nous nous sommes fixés comme objectif de relever la place de la prévention et contrôle de l'infection dans le maintien des tendances que la lutte contre la poliomyélite a pu enregistrer, parce que nous allons voir avec la partie épidémiologique que l'existence de la poliomyélite remonterait à plus de 3500 ans avant Jésus-Christ. Ici, c'est lorsqu'on a identifié des anomalies sur des squelettes au niveau de l'Égypte. Mais la vraie description contemporaine de la poliomyélite débute avec le XXIe siècle. Les premiers essais pour le vaccin contre la poliomyélite ont été introduits entre 1950 et 1960. Et c'est en 1988 que l'OMS a déclaré la mise en place d'un plan d'éradication de la poliomyélite au vu de la mortalité qui lui était associée. Car avant l'année 1988, c'est-à-dire avant l'introduction d'une vaccination de masse, il y avait près de 350 000 cas par an qui étaient notifiés et plus de 120 pays étaient touchés avec des flambées épidémiques. Mais dès la déclaration du plan d'éradication, il s'est observé une décroissance drastique des cas jusqu'à ce qu'à ce jour, on a moins de 10 pays qui ont pu notifier des cas au cours des 5 dernières années et le nombre de cas sont devenus à moins de 10 cas par an dans les pays qui ont pu le notifier. Et donc, du coup, la définition des épidémies, pour ce qui concerne la poliomyélite, a subi une certaine actualisation par rapport au contexte d'éradication. La déclaration d'épidémie n'est plus liée au nombre de cas, mais à l'unique présence d'un cas pour déclarer l'épidémie dans une région. Ici, c'est une image que nous avons pu prêter pour montrer comment a évolué l'incidence des cas de poliomyélite avec l'histoire. Au-dessus, nous avons la cartographie de la poliomyélite avant 1988, où en rouge, nous trouvons les pays dans lesquels la maladie sévissait de manière endémique. Et en bas, c'est après l'évolution, l'introduction du vaccin. Ici, on est en 2004, où l'on note en rouge les pays qui ont continué à avoir la poliomyélite comme un problème endémique. En jaune, ce sont des pays qui ont subi des épidémies à poliomyélite, mais liées à un virus importé. Et en rose,
ou marron, ce sont des pays non endémiques, c'est-à-dire qui n'étaient plus endémiques à cette période-là. Et en vert, ce sont déjà des pays qui étaient déclarés indemnes de la maladie poliomyélite. Et sur ce schéma, c'est la compilation d'une série d'études effectuées entre 1900 et 2016 qui étudiait un peu la prévalence de la poliomyélite à travers certaines régions. Et avec la mise en place de la stratégie d'éradication, il y a eu des études qui ont essayé d'évaluer les degrés du risque de résurgence de l'épidémie à travers le monde. Et c'est cette image qui nous montre les degrés des risques de résurgence de l'épidémie à poliomyélite dans différentes régions si jamais les mesures actuellement recommandées ne sont pas observées. Et donc, la région africaine ainsi que la péninsule arabo-indienne restent encore des zones à risque très élevé de résurgence des épidémies à poliomyélite. Alors, concernant le poliovirus lui-même, c'est un micro-organisme du grand groupe des virus. C'est un virus à ARN de la famille des entéroviridae. Dans son étude systématique, on a identifié jusqu'à ce jour 3 sérotypes. Il existe le sérotype Human poliovirus 1, qui est le sérotype jusqu'alors supposé actif, parce que les derniers cas notifiés, c'était des cas de poliomyélite, de poliovirus 1. Nous avons le Human poliovirus 2, qui a été le premier à être éradiqué, et nous avons le sérotype 3, qui lui a été éradiqué un peu plus récemment par rapport au poliovirus 2. Alors, la poliomyélite, c'est une maladie qui touche beaucoup plus les enfants, et surtout les enfants de moins de 5 ans. C'est là où nous avons la morbidité la plus élevée de la pathologie. Et ces enfants vont développer même des séquelles qui les rendent handicapés toute leur vie. Et ces séquelles liées à la poliomyélite sont beaucoup plus mortelles chez les sujets adultes. Ici, nous allons évoquer surtout l'insuffisance ou la paralysie des muscles respiratoires. Elle va paraître plus mortelle chez les adultes par rapport aux enfants qui, eux, ils meurent plus de la maladie que de ces séquelles. Le sexe n'a pas été mis en évidence comme un facteur de risque de la maladie, et la répartition de la poliomyélite sur la planète, elle est restée longtemps indistincte. Avant la mise en place des États développés, après la mise en place de la politique vaccinale et de la politique d'éradication, il s'est avéré que la maladie est restée beaucoup plus concentrée dans les régions à ressources limitées. Et à chaque fois qu'il y a une déclaration d'épidémie ou la notification d'un cas, un accent doit toujours être placé sur la liaison de ces cas aux formes sauvages ou aux formes vaccinales, ce qu'on appelle les formes mutées. La transmission de la maladie se fait principalement par la voie féco-orale. Et donc, la poliomyélite, c'est une parmi les maladies par excellence liées au péril fécal, avec tout ce qui va en suivre, la contamination des aliments, la contamination des eaux, et dans des rares cas, la maladie peut également se transmettre à travers les sécrétions oronasales émise par un sujet contaminé.
Dans les types de facteurs de risque de la poliomyélite, il est bon de les subdiviser en 3 grands groupes. C'est-à-dire, nous avons d'un côté, nous avons d'abord les facteurs de risque de contamination, suivis des facteurs de risque de gravité associés ou non à un handicap. Et enfin, il y a les facteurs de risque de létalité. S'agissant des facteurs de risque de contamination, il a été identifié principalement la proximité. Il y a les périls fécales que nous venions de démontrer un peu plus tôt et l'hygiène défectueuse de mains. Au-delà de ces 3 principaux facteurs de contamination, on peut ajouter la cuisson insuffisante des aliments, la prise de crudités ou de fruits mal nettoyés et aussi la persistance des réservoirs du virus. Pour ce qui est des facteurs de risque liés à la gravité et ou à l'handicap de la poliomyélite, dans la plupart des cas, sur le plan physiopathologique, ces facteurs, les liens de causalité n'ont pas été bien élucidés pour la plupart de ces facteurs, mais il y a certaines hypothèses qui portent sur notamment les statuts vaccinales, qui peut moduler la gravité de la maladie. Il y a l'âge, nous l'avons démontré, plus morbide chez les tout petits, plus handicapante chez le moins de 5 ans également, plus létale chez le moins de 5 ans, mais dont les séquelles vont être très mortelles chez les adultes. Nous avons l'état nutritionnel, il y a certaines comorbidités, mais aussi un élément à ne pas oublier, c'est les délais diagnostiques. Plus les diagnostics est tardif, plus la maladie est supposée être plus grave. Les facteurs de létalité sont presque les mêmes que les facteurs de gravité. Donc, on y a énuméré les statuts vaccinales. Je vais insister sur les retards diagnostiques également sur ce point-là. Alors, la prise en charge de la poliomyélite, les éléments à retenir, c'est que c'est une prise en charge constituée de 2 volets. Et les 2 volets, avec l'historique de la maladie, ont évolué avec des importances inégales. Nous avons d'abord les volets curatifs qui, lui, par manque de moyens médicamenteux qui puissent guérir de la maladie, il se limite à un traitement symptomatique lorsqu'il s'agit de la phase aiguë, un traitement palliatif lorsque nous sommes dans la phase post-infectieuse, bien qu'il y a certaines recherches qui se poursuivent pour mettre en place un traitement étiologique. Le volet qui a été le plus salutaire, le plus utile et sur lequel nous allons plus insister ici, c'est le volet préventif, parce que c'est grâce à lui qu'il y a espoir de contrôler cette maladie. Et si on a atteint les avancées enregistrées dans la lutte contre la poliomyélite à ce jour, c'est grâce à ces volets préventifs. L'objectif ultime du volet préventif, c'est éradiquer la poliomyélite à travers la planète. Et la stratégie préventive contre la poliomyélite comprend 4 composantes. Nous avons la prévention primordiale, la prévention primaire, la prévention secondaire et la prévention tertiaire. Dans la prévention primordiale, un accent est beaucoup plus mis sur les mesures qui empêchent les risques de contamination des sujets. C'est notamment une hygiène rigoureuse de mains, et cela doit être fait en permanence, la lutte contre les périls fécales, la distanciation lorsqu'il y a déclaration des épidémies. Bien sûr, on peut ajouter à ces mesures-là l'éducation culinaire, l'éviction des réservoirs potentiels, mais aussi un élément que nous ne devons pas oublier et qui est à l'intérêt des professionnels de santé, c'est la surveillance épidémiologique qui doit rester rigoureuse. Et cette surveillance épidémiologique passe par la recherche active des cas. Cette recherche active des cas repose sur la maîtrise de la définition clinique des cas suspects de poliomyélite que nous avons présenté par un tableau de paralysie flasque aiguë. La prévention
secondaire, la prévention primaire, pardon, contrairement à la prévention primordiale, elle va associer les actions qui permettent à la personne de résister contre la maladie, de ne pas développer la maladie après une contamination. Ici, nous avons notamment la vaccination. Et il faut insister sur cette vaccination. Elle doit être la plus précoce possible, la plus optimale possible et de bonne qualité que possible. Et cela s'est fait à travers le programme de vaccination élargie de routine et certains programmes de vaccination spéciaux que nous avons au cours des campagnes organisées par différents gouvernements. Deuxième mesure de prévention primaire, c'est l'alimentation équilibrée. L'alimentation équilibrée, principalement chez les enfants, permet de prévenir la malnutrition, qui est un facteur de risque et de gravité et de létalité de la maladie. Mais en plus de cela, il est également important de procéder par un dépistage des comorbidités qui aggraveraient les cas de poliomyélite. La prévention secondaire, quant à elle, elle vise la protection des sujets contaminés contre les formes graves de la maladie. Ici, étant donné l'élucidation moins importante des facteurs de risque de gravité de la maladie, les mesures de prévention primaire restent les plus souhaitées pour assurer une bonne prévention secondaire, mais à ces mesures doit s'ajouter les diagnostics précoces et une bonne prise en charge symptomatique. Et enfin, la prévention tertiaire va prendre en compte tous les éléments, toutes les mesures qui aident aux patients contaminés, qui a développé la maladie, à guérir sans séquelles. Et comme pour la prévention secondaire, dans la prévention tertiaire, ce sont les mesures de la prévention secondaire qui sont les plus exploitées, mais aussi une lueur d'espoir par rapport aux moyens thérapeutiques qui sont en essai et qui se basent sur les nouvelles connaissances physiopathologiques de la maladie. En somme, la prévention de la poliomyélite s'est donc concentrée durant des décennies essentiellement sur la vaccination. Mais il y a d'autres stratégies de prévention et de contrôle des maladies infectieuses qui restent transversales à toutes les maladies transmissibles. Et parfois, lorsqu'on est dans la lutte contre la poliomyélite, les gens ont tendance à oublier qu'au-delà de la vaccination, il y a d'autres mesures. Et les stratégies vaccinales contre la poliomyélite ont évolué dans le temps en fonction des objectifs que s'est fixé la lutte. On a commencé avec une stratégie de contrôle, on est passé à une stratégie d'élimination et à ce jour, nous sommes dans la phase de la stratégie d'éradication. Ce schéma essaie de montrer les péripéties par lesquelles les différentes stratégies des luttes contre la poliomyélite sont passées. Bien sûr, ici, la flèche s'arrête jusqu'en 2005, mais la flèche se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Il y a des nouvelles directives, des nouvelles stratégies qui sont mises en place en fonction de l'évolution de l'incidence de la maladie. Mais à ce jour, il y a plus de 15 ans que l'OMS s'est fixé l'objectif d'éradiquer la maladie à travers la planète. Alors, comme challenge actuel, c'est d'abord arriver, il y a un problème de couverture vaccinale. Les données existantes, surtout pour les pays à ressources limitées, avec des systèmes de santé faiblement organisés, il se pose encore des problèmes pour objectiver la couverture vaccinale. Et il y a un problème de surveillance épidémiologique qui se pose également. Et il y a la pression sur le foyer potentiel. Nous avons vu avec l'image qui reprenait les risques de résurgence des épidémies à poliomyélite. Un autre challenge, c'est par rapport à la lutte antivectorielle. Il y a intérêt à juguler tous les réservoirs viraux afin de se rassurer d'une bonne lutte contre la poliomyélite.
Et bien sûr, la notification, la mise en évidence des réservoirs animaux constitue également un des challenges les plus en vogue autour desquels se concentrent les stratégies nouvelles sur la lutte contre la poliomyélite. Et enfin, nous avons les mesures PCI de base. Alors, à côté de ces challenges, nous avons les objectifs que se fixe l'OMS actuellement. Il y a l'objectif permanent qui est l'éradication universelle. Et à la suite de cette éradication universelle, il faudra maintenir le monde indemne du poliovirus, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus circulation du poliovirus. Il faudrait accroître la couverture vaccinale et à côté de cela, accroître également les données sur cette couverture vaccinale. Il y a l'objectif de renforcer la surveillance épidémiologique. Et enfin, il faudra toujours ne pas dormir sous le laurier. L'OMS prévoit la préparation de plans de riposte, c'est-à-dire chaque État, en collaboration ou avec l'accompagnement de l'OMS et tous les autres partenaires impliqués dans la lutte contre la poliomyélite, mettent en place des plans de riposte au cas où il y a une résurgence des épidémies. Alors, quels sont les acteurs sur lesquels on peut plus se focaliser actuellement pour relever les défis de la lutte contre la poliomyélite? C'est d'abord les autorités politico-administratives. Nous avons les leaders communautaires. Ici, c'est dans le volet sensibilisation. Nous avons les autorités sanitaires. Il y a bien sûr le personnel soignant que nous sommes, d'où l'intérêt de cette activité. Il y a des sensibilisateurs occasionnels ou permanents. Il y a les parents d'enfants qui doivent les amener à la vaccination parce qu'il y en a de ces parents qui pensent que parce que la poliomyélite, on n'en parle plus en termes d'épidémie, il n'y a plus la nécessité de continuer à faire vacciner les enfants. Non, c'est une mauvaise croyance. Et bien sûr, il y a des activistes qui sont dans le domaine de la prévention et contrôle des infections, qui sont les acteurs sur qui sont fondés les espoirs de la bonne lutte contre la poliomyélite. Alors, pour conclure notre exposé, nous devons retenir que bien que la maladie soit déjà contrôlée à ce jour, il reste cependant une menace redoutable de santé publique au vu des prévisions qui ont été montrées dans l'une de nos images précédentes. Et du coup, la surveillance épidémiologique ainsi que la vaccination restent les piliers le plus important de la lutte, sans oublier les mesures élémentaires de la PCI qui vont garantir la circonscription des probables épidémies si jamais elles se déclenchaient. Ça veut dire tout simplement que dire que le monde est actuellement indemne ou exempt de la poliomyélite ne veut pas dire que nous devons arrêter la lutte. Nous avons l'obligation de rester vigilants. Voilà donc les condensés des échanges que nous avons voulu partager avec vous tous. Je vous remercie, chacun à son titre et à ses qualités. Merci, Dr Abdallah, pour ce brillant exposé clair et concis sur la poliomyélite. Je pense que vous avez dit l'essentiel et nous allons demander aux panélistes qui ont quelque chose à ajouter et même aux participants, parce que c'est un rendez-vous d'échange, d'expérience et de connaissances. Sans beaucoup tarder, je passe la parole à tout celui qui veut intervenir ou ajouter quelque chose à ce qui a été dit par l'orateur du jour. À vous la parole.
Oui, peux y aller? Thomas. Docteur Thomas. Merci beaucoup, docteur, le professeur. Et nous venons de suivre la présentation de notre orateur du jour. Je suis en train de regretter comment docteur John Kaouzi n'est pas en ligne, mais il a été alerté pour la cause qu'il intervienne. Nous, chez nous, au Maniema, depuis 2017, nous vivons la poliomyélite vaccinale. Et jusqu'à ce jour, aucun cas de poliomyélite sauvage n'est pas notifié ici chez nous au Maniema. Maintenant, je voudrais un peu recourir à l'orateur. Quelles sont les mesures préventives lesquelles que nous pouvons quand même donner? Surtout que par rapport à l'étiologie, nous avons reconnu que c'est féco-oral. La PCI est là. Mais la couverture de la population ayant l'accès à l'eau potable dans notre province, elle est c'est à 11% jusqu'à ce jour. Également, il y a le problème de la communication par rapport à la vaccination. Et il y a l'OMS et l'UNICEF qui sont en train d'intervenir par rapport pour quand même chercher à tout prix comment récupérer la couverture de l'accès à l'eau potable. Maintenant, cette poliomyélite sauvage, jusque-là, même si l'INRB travaille avec toutes les provinces, mais on n'a jamais nous informé que le Maniema, depuis 2017, est devant la poliomyélite sauvage. C'est toujours vaccinal. Maintenant, quelles sont les mesures? Faut aussi, quand on part sur la couverture des fossats sans santé qui ont la chaîne de froid, c'est presque 99% des CS qui ont des chaînes de froid. Maintenant, je voudrais revenir à l'orateur de nous un peu donner quelles sont les mesures que nous pouvons prendre par rapport à ça. Surtout que nous, merci beaucoup, docteur Thomas, pour ces questions. Merci beaucoup, docteur Thomas, pour ces questions. Nous allons donner la parole à l'orateur pour donner son point de vue sur les problèmes évoqués. Merci, professeur. Merci, c'est Thomas, c'est docteur Thomas, je pense. Oui. Qui a posé la question. Oui, nous sommes en même temps contents d'avoir les informations qu'il vient de nous donner. Ici, il y a deux... Je vais essayer de donner des éléments de réponse parce que sa question principale, c'est sur les mesures préventives concrètes pour le Maniema. Il a essayé de brosser les défis en matière de prévention et contrôle des infections qui traversent la province du Maniema et qu'est-ce que nous pouvons proposer de manière concrète. Il n'y a pas de proposition particulière à la province du Maniema. Les mesures doivent être universelles et appliquées par tout le monde. Cependant, les stratégies pour arriver à appliquer ces mesures de prévention vont maintenant s'adapter au contexte de chaque milieu. Je vais donner un exemple. Il note des cas, la notification des cas de poliomyélite vaccinale liés au vaccin. Très bien. Merci beaucoup. La problématique de la lutte contre la poliomyélite accentue plus les efforts sur l'éradication de formes sauvages, parce que les formes sauvages témoignent encore de l'existence des enfants ou des sujets jamais vaccinés, ce qu'on appelle les zérodoses. Tandis que lorsque nous avons un nombre si important de cas notifiés de poliomyélite liés au vaccin, il se pose une question sur la qualité. Nous avons insisté sur la qualité de la vaccination. Parce que quand vous regardez la définition des cas,
lorsqu'il s'agit de la poliomyélite liée au vaccin, on va vous parler des cas bénéficiaires, des cas importés, des cas liés à l'importation. C'est-à-dire, il est important qu'on puisse étudier. Nous devons, au niveau du Maniema, mener une étude critique sur la qualité de notre vaccination. Est-ce que la chaîne de froid est-elle Tout à fait. respectée? Est-ce que le consigne, ainsi de suite? Alors bon, à mon niveau, comme expert, c'est de dire la mesure préventive concrète pour le Maniema, c'est de mener une étude sur la qualité de la vaccination contre la poliomyélite. Dès que nous avons les éléments de cette analyse, on pourra maintenant formuler des recommandations pour que la province soit aussi indemne de la poliomyélite. Mais en plus de cela, c'est capitaliser aussi le vaccin inactivé. Parce que le vaccin inactivé, c'est une stratégie qui a été ajoutée pour juguler les formes liées au vaccin, parce que les formes liées au vaccin naissent de la vaccination orale. Parce que la vaccination orale est faite avec des virus vivants atténués, tandis qu'avec la vaccination injectable, ce sont des virus tués, inactivés comme on les appelle. Et donc, c'est une autre alternative en termes de moyens pour aider le Maniema à ne plus continuer à notifier les cas de poliomyélite liés au vaccin soit-il. Merci, Dr Abdallah, pour ces réponses. Je vais vous demander d'abord d'enlever de nous le partage de votre écran. Comme ça, nous voyons ceux qui lèvent la main et ceux qui envoient des messages. Et deuxièmement, je vais passer la parole au docteur Andy qui a levé la main il y a quelques instants. Docteur Andy, vous avez la parole. Merci, professeur, et merci, docteur Aimé, pour une très belle présentation. On a suivi avec beaucoup d'intérêt. On s'excuse, notre voix est un peu enrouée, on est un peu souffrant. Mais qu'à cela ne tienne, on va adresser quelques points qui nous tiennent à cœur. La poliomyélite a été bel et bien présentée, mais si on doit se focaliser sur la prévention et voir aussi la question que Thomas vient de poser, il y a plusieurs éléments. Et moi, je vais, de manière peut-être didactique, mettre ça en 3 catégories. La première catégorie, donc je subdivise ici le système de santé en 3. Donc, le premier niveau que j'appelle macro, le deuxième que je vais appeler méso et le dernier que je vais appeler micro. Alors, pour le niveau macro, nous avons là la gouvernance et toutes les politiques sanitaires qui doivent être mises en place. C'est-à-dire quoi? Avec ça, on doit allouer le budget, on doit allouer un plan d'approvisionnement, la chaîne de froid, etc., mais aussi diligenter les études sur terrain épidémiologique pour permettre d'avoir la cartographie et l'image ou la situation dans laquelle nous évoluons, par exemple. Là, je parle de toute l'Afrique. Au niveau méso, évidemment, on revient sur le personnel soignant, sur les institutions sanitaires. On va voir quelles sont, par exemple, les ressources qu'ils ont en matière du personnel. Les docteurs ont insisté pour les prestataires de soins, par exemple, les signes ou les syndromes qu'il faut rechercher, qui doivent mettre la puce à l'oreille pour continuer l'investigation par rapport à un cas probable de poliomyélite. Mais il y a aussi la communication au niveau des laboratoires et des personnels soignants. Donc, être en mesure de communiquer sur des cas suspects. Il y a aussi la communication au niveau communautaire. Donc, on doit éduquer nos communautés à ces genres de maladies, comment ça se présente, comment ça se transmet, comment ça se prévient, etc. Et à la fin, nous avons le patient lui-même qui est déjà là, en face de nous. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on l'éduque pour vivre son cas de maladie, pour prévenir de manière secondaire. Et j'aimerais dire ici que la prévention primordiale peut faire aussi référence à la promotion de la santé, mais lorsque la personne est déjà malade, on peut continuer encore à éduquer pour donner des éléments de promotion, de santé promotionnelle, c'est-à-dire ici, on permet aux patients
de prendre des décisions qui vont l'aider à ne pas aggraver sa maladie. Alors, pour tous ceux qui ont fait une formation en PCI, il y a des éléments qu'il ne faut pas oublier. C'est notamment ici les précautions standards, ces précautions universelles qu'on a tout le temps avec nous devant n'importe quel patient, qu'il soit suspecté ou confirmé d'une infection, vous devez les mettre en place. Et vous avez ce paquet de préventions standards, c'est notamment l'hygiène de main qui représente ici la pierre angulaire de cette prévention même. Vous avez le nettoyage environnemental, vous avez l'étiquette et l'hygiène respiratoire, etc. Ce sont des éléments qui vont vous permettre de réduire cette transmission féco-orale. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas que la transmission féco-orale, il y a à moindre proportion une transmission par gouttelette. Il y a aussi une transmission orale, oro-orale. Donc, ce n'est pas à une très grande proportion comme la féco-orale, mais les deux là ne sont pas à zéro. Donc, ça existe aussi. Ça peut donc informer votre mise en place des précautions basées sur le mode de transmission. Donc là, j'ai donné les 3 niveaux du système de santé, ce qu'on peut faire de manière générale, et je viens de revenir sur les 2 gros paquets des mesures de PCI, c'est-à-dire les mesures standards et les mesures basées sur le mode de transmission. Et évidemment, dans le milieu où nous trouvons la ressource est limitée, il y a un sérieux problème de wash. Donc, l'assainissement, l'eau, assainissement et hygiène, c'est un problème qui est persistant dans plusieurs communautés, mais aussi dans les milieux des soins de santé. Et donc, la féco-orale, la transmission féco-orale, dans des conditions où vous n'avez pas accès à l'eau potable, où vous n'avez pas des sanitaires adaptés, où vous n'avez pas encore de savon ou accès à l'eau courante pour vous laver les mains, la transmission, une fois qu'il y a un réservoir à côté de vous, vous allez finir par attraper cette maladie. Donc, ça dépasse un peu la portée de cette discussion, mais c'est quelque chose qu'il faut de manière schématique avoir pour aborder les décideurs, leur présenter les cas d'espèce et espérer implémenter ou mettre en œuvre les mesures qui s'imposent. Merci. Merci, docteur Andy. Nous allons passer la parole au professeur Moyo qui a levé la main. Nous reviendrons sur Madame Marguerite après. Je pense qu'elle s'est fatiguée d'attendre. Elle aura la parole aussi. Professeur Moyo, vous avez la parole. Professeur Moyo. Je pense qu'il a un problème de connexion. Un problème de connexion entre nous et lui. Madame Marguerite, est-ce que vous êtes encore en ligne? Monsieur Moyo, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, je suis en ligne. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je remercie très sincèrement le docteur Ali pour cette organisation, un carrefour d'échange de beaucoup de scientifiques en matière de santé. J'ai aimé le débat, j'ai aimé la conférence. J'ai noté une chose, que la transmission de la poliomyélite est un entérovirus en général et a affaire à des virus relativement restants qui peuvent persister plusieurs jours dans le milieu extérieur, surtout dans l'eau. Ils sont excrétés non seulement dans les lettres respiratoires, mais plus encore dans les selles. C'est là pendant des semaines. Même quand je me mets à observer simplifier des virus, je me dis que les virus sont classés en deux catégories. Il y a les poliovirus sont classés dans la catégorie virus sans purpose. Ma petite préoccupation est celle dans cet échange,
l'intervenant peut peut-être nous expliquer des expressions utilisées poliomavirus en rapport avec le poliovirus. Comment vous entendez l'expression utilisée par une certaine documentation poliomavirus par rapport au poliovirus? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, merci pour ces préoccupations. Docteur Aimé, est-ce que vous avez une réponse au problème soulevé par le prof Séraphin? Docteur Aimé? Ou quelqu'un d'autre qui a une réponse peut donner son point de vue? Je suis pas sûr d'avoir tout saisi le contenu de la question vraiment, mais s'il faut lier le poliovirus à sa persistance environnementale, oui, il y a des études. Il y a des études de surveillance environnementale qui ont mis en évidence poliovirus type 2 et type 3 dans les eaux usées. Donc, il y a des preuves qu'on a trouvé des virus dans ces eaux-là. Mais quel est le lien entre la présence de ces virus dans les eaux usées et la contamination ou l'amplification en termes épidémiologiques des cas? Je n'ai pas beaucoup de documentation là-dessus, mais je peux vous dire tout de suite qu'il y a des études dont j'ai connaissance qui ont confirmé la présence des poliovirus, je disais tantôt type 2, type 3, dans les eaux usées. Mais retenez que la transmission environnementale en termes de maladies infectieuses joue un rôle, mais de plus en plus, on commence à ne pas trop y prêter attention parce que les études qui sortent récemment d'ailleurs, qui sont sorties récemment, de bonne qualité, ont prouvé un rôle beaucoup moins important. Donc, c'est plutôt nous, avec nos mains non nettoyées, pas très propres, on transmet ces germes-là. Donc, nous nous contaminons à partir des surfaces environnementales, mais l'action de transmettre ces infections, c'est une action humaine. Ce sont nos mains qui jouent d'intermédiaire. Donc, quand on dit que l'hygiène de main est une pierre angulaire dans cette lutte des maladies infectieuses, c'est finalement pour plusieurs raisons, parce que le rôle lui-même de l'environnement, il y a toujours des microbes et partout dans l'environnement. Mais comment ça arrive à l'être humain, c'est souvent par nos manipulations et surtout par la voie des contacts des mains. Merci. Merci beaucoup, Dr. Andy. Je demande au professeur Swad d'attendre un tout petit peu. Nous allons donner la parole à Madame Marguerite. Madame Marguerite, si vous pouvez prendre la parole. Merci, professeur, pour la parole accordée. Moi, je voulais un peu demander, puisque j'ai un peu de difficultés à comprendre par rapport à la définition de cas, comme on avait défini par rapport à cet exposé d'aujourd'hui. Il y avait la définition des cas liés au virus de vacciné. Alors là, je n'ai pas compris si le facilitateur peut me faire comprendre, puisque je n'arrive pas à comprendre la définition des cas liés au virus vacciné par rapport à ça. Et aussi, la place de la PCI par rapport à la lutte contre la poliomyélite. En ce que je sache, il y a seulement la vaccination que nous réalisons sur le terrain
Alors, je ne sais pas, par rapport à la vaccination, est-ce que nous pouvons aussi appliquer nos mesures de PCI à la vaccination pour parler de la PCI ou de la place de la PCI à la lutte contre la poliomyélite? C'est ça ma question. La place de la PCI par rapport à la riposte contre la poliomyélite. Est-ce que c'est pendant le campagne de vaccination contre la poliomyélite que nous devons aussi appliquer les mesures PCI pour parler de la place de la PCI à ce moment-là? Et aussi les cas liés au virus vacciné. Je n'arrive pas à comprendre cette définition. Si le facilitateur peut m'aider à le comprendre. Merci beaucoup. Docteur Aimé, vous avez défini les cas en fonction des différents niveaux. Est-ce que vous pouvez donner succinctement quelques définitions à Madame Marguerite avant que je passe la parole à d'autres aussi? Vous avez la parole. Je pense qu'il n'est pas en ligne. Il n'est plus en ligne. Oh là là. Avez-vous quelque chose à dire? Docteur Je vais laisser la parole. Je crois que je vais laisser la parole aux autres collègues. Le professeur Adela peut y aller, si vous le permettez. Bien, on va y revenir. Professeur Souad. Merci de m'avoir donné donc la parole. Donc je me présente, je suis Dr Souad Yahyaoui, je suis de la Tunisie. J'exerce à la direction régionale de la santé de Gibbs. Tout juste, j'ai voulu parler de notre expérience après donc l'alerte polio. Nous sommes un pays qui a éradiqué la poliomyélite depuis 1993 et depuis, on a instauré un système de surveillance pour détecter les cas à temps à partir des définitions des cas. Donc, on prélève tous les cas qui obéissent à la définition des cas. Nous avons des indicateurs internationaux qui sont instaurés par l'OMS pour que notre système de surveillance soit fiable. Et depuis, nous n'avons pas enregistré des cas. Notre couverture vaccinale pour la poliomyélite, elle est donc suffisante pour nous protéger contre la poliomyélite. Mais depuis juillet 2022, il y a eu une alerte de l'Algérie puisqu'il y a eu enregistrement d'un cas de polio type 2. Donc, en fait, c'était un cas, probablement, il est d'origine vaccinale, mais après la mutation qu'il y a eu dans ce cas-là, donc, elle est devenue sauvage, elle est devenue donc classée type 2. Notre calendrier vaccinal comporte 5 doses de vaccin polio. Nous avons 2 doses injectables qui sont trivalents, qui comportent le type 2, et nous avons 3 doses orales qui comportent qui ne comportent pas le 2 bivalent. Donc, on a le 1 sérotype 1 et le sérotype 3. Et donc, nous avons fait entamer notre riposte qui comporte rattrapage de tous les cas puisque durant la pandémie, il y a eu abaissement de la couverture vaccinale puisque il y a réticence envers les parents d'amener leurs enfants au centre de santé, peur d'être contaminés. Donc, la couverture vaccinale a été baissée pour la polio et pour les autres aussi vaccins. Nous avons fait les rattrapages de tous les cas pour augmenter la couverture vaccinale et nous avons remplacé une dose de vaccin oral par une dose de vaccin injectable. Comme ça, nous aurons une protection plus importante pour le type 2. Voilà. Et nous n'avons pas enregistré. Et donc, on est indemne de poliomyélite jusqu'à maintenant. Et donc, la riposte continue encore pour ne pas avoir, puisque l'Algérie, c'est un pays qui est de voisinage et il y a des mouvements entre nous et l'Algérie. Donc, la probabilité d'avoir la contamination, nous aurons un cas qui pourrait nous contaminer et le risque, il a augmenté. Voilà. Merci, professeur, pour cet apport et surtout l'expérience de la Tunisie. Nous voulons demander si
dans l'audience, nous avons quelqu'un d'autre qui peut nous donner l'expérience dans le sens de l'expérience de la Tunisie ou de notre pays avant d'aborder les questions posées par Dr Marguerite. Allô, professeur? Oui, docteur Aimé. J'ai connu certainement de problèmes de connexion. Oui, oui. S'il y a un épisode que j'ai raté, peut-être qu'on peut me renvoyer les questions. Oui, donc la question qui ont été posées. qui est restée pendante, c'est la question de Madame Marguerite sur la place de la PCI dans la lutte contre la poliomyélite, mais aussi les définitions des cas en fonction de virus, de la clinique, ainsi de suite, tel que vous l'avez donné, et elle n'a pas su comprendre ces différences-là. Vous avez la parole. Merci. Je présente d'abord les excuses pour les désagréments techniques. C'est la technique. Merci à Madame Marguerite pour ces deux préoccupations. Je commence par la dernière préoccupation qui concerne la définition des cas. En fait, j'ai dit que la définition des cas, elle prend en compte deux types d'arguments. C'est-à-dire, nous avons la définition sur base d'arguments diagnostiques et nous avons la définition des cas sur base d'arguments virologiques, si je peux le dire ainsi, c'est-à-dire la classification des virus. Alors, pour ce qui est de l'argument diagnostique, j'ai dit qu'il y avait deux grands types de cas. C'est-à-dire, nous avons des cas qui vont être appelés comme des cas probables et il y a des cas qui sont considérés comme étant des cas confirmés. Alors, qu'est-ce que l'on va appeler cas confirmés? On commence par les cas confirmés. Un cas confirmé, c'est un cas qui a la clinique que nous avons décrite, c'est-à-dire sur le plan des manifestations cliniques, vous retrouvez une paralysie flasque aiguë ou un syndrome grippal en lien épidémiologique avec la poliomyélite. Au-delà de cette suspicion clinique, il faudra maintenant ajouter une preuve biologique ou moléculaire. C'est soit l'isolement des virus dans l'échantillon qui peut être des selles, les sécrétions de la gorge ou les liquides céphalo-rachidiens, ou alors une PCR. Généralement, il y a des laboratoires de référence qui sont habilités de faire ces examens et chez nous au pays, c'est principalement l'INRB. Alors, une autre possibilité de cas compliqués, c'est lorsqu'on est déjà en pleine épidémie. Parce qu'en pleine épidémie, on n'a plus le temps de référer chaque fois les échantillons pour confirmation. Lorsque l'épidémie est déclarée, on va considérer cas confirmé tout cas avec paralysie flasque aiguë ou syndrome pseudo-grippal en lien avec la poliomyélite et qui a été en contact avec un cas confirmé. Donc, quand vous avez un patient comme ça qui a été en contact avec un cas confirmé, on peut l'assimiler en période d'épidémie à un cas confirmé de poliomyélite. Mais en période où il n'y a pas d'épidémie, c'est-à-dire tel que nous sommes là en période de surveillance, les cas confirmés va devoir attendre une preuve de laboratoire. Par contre, les cas probables, c'est toute personne qui a la symptomatologie telle que nous l'avons décrite, mais
chez qui il n'y a pas encore une confirmation, une preuve du germe, c'est-à-dire la preuve du laboratoire, mais un patient qui a une manifestation clinique en lien avec la poliomyélite. Les liens épidémiologiques, c'est défini sur base de plusieurs critères. Il y a le voyage récent dans un pays dont le virus est encore en circulation, le voyage récent. Système de surveillance, non, nous sommes de la surveillance. Pardon? S'il vous plaît, vous continuez, docteur Abdallah. Thomas, vous pouvez demander la parole. Merci, professeur. Alors, pour ce qui est de la première question, la place de la PCI, nous avons dit la PCI, en fait, quand on dit PCI, parfois il y a l'ensemble et les sous-ensembles là-dedans, parce que toutes les mesures de lutte contre les maladies transmissibles, les maladies infectieuses, se retrouvent dans ce qu'on appelle prévention et contrôle des infections. Mais sur le plan sémantique, la mise en œuvre de la PCI va dépendre du contexte. Selon qu'on est dans un milieu hospitalier, selon qu'on est dans un milieu communautaire, selon qu'on est dans un contexte d'épidémie, c'est-à-dire il y a maintenant des variabilités des contenus de cette PCI en fonction du contexte. Mais pour revenir sur ce qui concerne la poliomyélite, au-delà de la grande mesure de vaccination, la PCI classique, je pense que le professeur Andy est revenu là-dessus, la PCI classique se résume principalement sur l'hygiène de main, l'hygiène respiratoire et quelquefois pour nous, les professionnels de santé, c'est les mesures de protection individuelles. Alors, si nous prenons les deux premières mesures, c'est-à-dire l'hygiène de main et l'hygiène respiratoire, en matière de poliomyélite, le lavage de main reste un outil très important pour la contention des épidémies. Elle nous permet de ne pas propager les épidémies parce que la transmission, elle est féco-orale, mais ça transite toujours par nos mains. Donc, si nos mains bénéficient d'une bonne hygiène, nous pouvons nous dire qu'en cas de résurgence d'une épidémie, nous pouvons arriver à rompre la chaîne de transmission à travers cette mesure-là de lavage de mains. Bon, je pense qu'il y a des panélistes. S'il y a d'autres ajouts, ça pourra venir. Ce sont les deux éléments de réponse que je peux donner à... Bien, merci, docteur Abdallah, pour ces éléments. Je demande, avant de passer la parole au docteur John Kaozi, je demande à Madame Maïmouna Ouedraogo si, avec la réponse du docteur Abdallah, il y a encore des ombres de doute sur votre question sur la PCI. Merci, professeur. Malheureusement, ce n'est pas Madame Maïmoun, mais Marguerite. Merci. Non, Madame Marguerite, je ne me suis pas trompé de nom parce que dans le chat, il y a aussi Madame Maïmouna qui avait les mêmes préoccupations sur la PCI. D'accord, professeur. Madame Maïmouna, est-ce que vous êtes encore en ligne? Peut-être qu'elle va intervenir plus tard. Nous allons demander au docteur John Kaozi de poser sa préoccupation. Docteur John, vous avez la parole. Merci, professeur. Bon après-midi à tout le monde. Très bien, docteur. Bienvenue. Ouais. Je remercie l'organisateur par rapport à ce forum. Et félicitations au docteur Abdallah pour sa brillante présentation. En fait, il a ramassé les éléments de base. Et si je dois revenir sur quelques éléments
ou quelques précisions par rapport à sa présentation. Je vais seulement dire qu'on ne fait pas la surveillance de la polio. Comme il avait dit, il s'est retrouvé lors de son explication. La surveillance est faite sur base de PFA. Quand on dit PFA, c'est-à-dire paralysie flasque aiguë. Et pour revenir sur certaines questions, parce qu'il y a eu même des problèmes par rapport aux différentes définitions. En fait, pour nous, la définition qui est retenue, c'est celle de l'OMS. Et je m'excuse d'ailleurs parce que j'ai oublié de me présenter. C'est le docteur John Desmet Kaouzi. Je suis le médecin coordonnateur provincial du programme élargi de vaccination dans la province du Maniema. Alors, je suis suivi. Allô? Oui, tu es suivi. Merci. Oui, Alors, docteur Diallo. Oui. Donc, la surveillance que nous menons, c'est la surveillance des PFA, c'est-à-dire paralysie flasque aiguë. Et la définition opérationnelle par rapport au PFA, il s'agit d'une paralysie d'un ou de plusieurs membres survenant subitement chez un enfant âgé de moins de 15 ans ou tout cas diagnostiqué comme tel par les cliniciens. C'est ça la définition d'un cas de PFA. Mais il faudrait dire que derrière cette définition, qui est en fait la définition partagée avec le personnel de santé, il y a une définition COFAN, c'est-à-dire une définition qu'on partage avec les relais communautaires, qui ne sont pas les agents de la santé, et pour permettre à ceux qui puissent bien comprendre cette définition, nous disons que les cas de PFA, c'est-à-dire paralysie flasque aiguë, c'est tout cas survenu chez un enfant qui marchait et qui ne marchait plus, ou un enfant qui rampait et qui ne rampait plus. Donc, à travers cette définition, vous vous rendez compte qu'il suffit qu'un relais communautaire qui se retrouve dans la communauté, il entre en contact avec un enfant de moins de 15 ans qui marchait et qui ne marchait plus, qui rampait et qui ne rampait plus. Tout ce qu'il va faire, c'est de donner l'information à l'infirmier titulaire, ou soit si c'est un personnel de la santé qui a vu le cas, il va donner l'information. Alors, il s'est fait de sorte que cette définition a été élargie à un certain moment. J'ai été content, comme le docteur Abdallah a touché par rapport aux adultes. La définition a été élargie et actuellement, un cas de PFA, c'est toute personne, enfant ou adulte, j'ajoute bien, qui marchait normalement et qui subitement ne marche plus, ou présente une faiblesse d'un ou de plusieurs membres. On peut dire autrement que toute personne adulte présentant subitement une difficulté sévère de respirer, parce qu'il a parlé des muscles respiratoires, sans antécédent connu d'asthme ou de maladies cardiaques. Ça fait partie d'un cas de PFA. Alors, qu'est-ce qui se fait? Quand il y a maintenant un cas de PFA, nous allons procéder à ce que nous appelons la notification, c'est-à-dire on va donner l'information. Après la notification… Docteur John, soyez bref pour permettre à d'autres d'intervenir. Merci. Oui, c'est évidemment pour répondre aussi à certaines questions. Moi, je ne pose pas de questions, mais moi, je réponds aux questions. Donc, nous devons faire la notification, c'est-à-dire donner l'information. On doit investiguer avec un formulaire d'investigation. On va prélever des échantillons de sel et ces échantillons de sel qui seront prélevés à intervalle de 24 à 48 heures seront acheminés au laboratoire. C'est à partir maintenant des laboratoires où on va mettre en évidence la présence des virus. Quand on met en évidence la présence des virus, les poliovirus, si c'est sauvage, on va appeler une épidémie à poliovirus sauvage.
Si on va mettre en évidence les poliovirus dérivés des vaccins qu'on appelle VDPV, c'est-à-dire virus dérivés des poliovirus vaccinales, et là, on a parlé même des trois sérotypes, des trois types. Il y a les types 1, les types 2, les types 3. Ou soit, au niveau de la clinique, on peut faire aussi les diagnostics différentiels parce que les PFA font partie d'un diagnostic syndromique. On peut avoir une maladie, le syndrome de Guillain-Barré, par exemple, une infection à Coxsackie-virus, une névrite traumatique, et ainsi de suite. Ça, c'est pour faire la différence parce que la surveillance, c'est un système de filets. C'est comme quand on jette les filets dans l'eau ou dans les fleuves. Les filets ramassent tout, c'est-à-dire et les poissons, et les troncs d'arbres, et les déchets, et ainsi de suite. Maintenant, c'est les cliniciens ainsi que les laboratoires qui devront maintenant faire le travail par rapport au PFA, déterminer est-ce qu'il s'agit de poliovirus ou il ne s'agit pas de poliovirus. Je vais revenir par rapport à la question liée aux études. Pour le moment, par rapport à la question de M. Thomas, en fait, par rapport au maniement, une étude dans le cadre de la qualité des vaccins ne vaut pas encore la peine. Parce que pour parler de la qualité des vaccins, il faut d'abord se rassurer si toute la cible a été vaccinée. Et comme vous savez, ici chez nous, en République démocratique du Congo, nous avons une vaccination de routine qui concerne les enfants de 0 à 11 mois. Et puis la cible de rattrapage de 12 à 23 mois. Et nous avons des vaccinations de riposte, donc qui concernent les enfants de 0 à 59 mois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais revenir sur une question qui a été posée. Qu'est-ce qui se passe de ce mode de surveillance? Comme nous avons dit que les cas de la polio fait partie, ou les PFA font partie des surveillances au cas par cas. C'est-à-dire chaque cas doit être prélevé. J'étais content, je m'excuse, j'ai oublié le nom, le professeur est intervenu, il a parlé de la surveillance environnementale. En fait, il y a aussi une surveillance effectivement environnementale. Et ici, chez nous, au Maniema, depuis que nous avons notifié l'épidémie, Tunisie. Il y a déjà 65 cas pour la surveillance au cas par cas. Et nous avons aussi notifié des cas par rapport à la surveillance environnementale. C'est-à-dire que il y a des endroits où les rivières, les rivières qui sont, il y a je vais dire les toilettes qui communiquent avec des rivières. Et comme vous savez, comme Dr Abdallah a dit que la transmission est féco-orale, si il y a des virus dans les selles de l'enfant, les selles maintenant qui vont polluer les eaux, et à partir des eaux, on peut prélever maintenant les eaux qui sont polluées par les selles. On regarde au niveau, on analyse au niveau des laboratoires, on peut mettre en évidence la présence des virus. C'est ce qu'on appelle la surveillance environnementale. Alors, dans le cas de notre pays, le problème, c'est plus les VDPV. Parce qu'il faut dire que les derniers cas de poliovirus sauvage dans la République démocratique du Congo, c'est depuis 2011. Docteur John, résumé, Docteur John. Je résume, professeur. Je m'excuse, je pense que c'est très important. Le sujet est tellement intéressant, si bien qu'il y a beaucoup d'éléments à partager. Mais je voudrais revenir sur ça parce que c'est une question fondamentale, professeur. Pourquoi nous avons le cas de VDPV? Les cas de VDPV arrivent dans des circonstances où nous avons la faible couverture vaccinale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un enfant qui a été vacciné, parce qu'il y a une question qui a été posée, j'ai ramassé certaines questions déjà. Un enfant qui a été vacciné, quand l'enfant est vacciné, qui a reçu son vaccin d'abord, c'est-à-dire qu'il va développer l'immunité. Et en développant l'immunité, les autres enfants qui ne sont pas vaccinés, ce sont ces enfants-là qui sont susceptibles. Et c'est pourquoi les cas de poliovirus dérivés des vaccins, on les investigue ou on les notifie, surtout pour les enfants qui ne sont pas vaccinés. Et le paradoxe, c'est que maintenant, les gens ils peuvent se dire comment maintenant un enfant qui n'a pas été vacciné, il peut maintenant présenter les VDPV, c'est-à-dire virus dérivés de polio vaccinal. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'enfant qui a été vacciné, il développe déjà l'immunité. Cet enfant-là, il va émettre les selles dans la nature, dans l'environnement. Ces selles-là vont contaminer
par exemple la mangue ou d'autres nourritures. La malnutrition, malnutrition. Oui. Maintenant, l'enfant qui n'a pas été vacciné, comme les virus qui étaient à base de vaccins, comme Dr Abdallah a dit, c'est un virus qui est entier, vivant, atténué. C'est-à-dire que c'est un virus qui n'est pas tué. Merci beaucoup, Dr Kaozi. Merci je vais beaucoup chuter alors. pour toutes je vais chuter, professeur. Je m'excuse. Merci beaucoup pour ces explications. Parole au docteur Andy. Professeur. Oh, non. Beaucoup. Nous allons passer la parole au docteur Andy pour son intervention. Et Madame Marguerite, je pourrai vous répondre après l'intervention du docteur Andy. Docteur Andy, vous avez la parole. Merci, professeur. Je pense qu'il faut rappeler à l'audience que cette séance, bien qu'on ramène des preuves scientifiques disponibles à l'heure actuelle et l'expérience de terrain, il faut faire la part des choses. Et en termes didactiques, la surveillance, il n'y a pas que la paralysie flasque aiguë. Donc, il faut rappeler aux participants qu'il y a trois grands types de surveillance. C'est notamment la surveillance de cette paralysie flasque aiguë. Vous avez la surveillance environnementale. Et évidemment, la dernière, c'est des cas de polio qui résultent d'une certaine immunodéficience chez les enfants et même probablement chez les adultes aussi. Donc, il y a les trois grandes surveillances et peut-être ça pourrait faire le sujet d'une prochaine séance. Il y a beaucoup de choses à discuter, c'est notamment les activités de ces surveillances, les indicateurs qui sont définis, comment les opérationnaliser, etc. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Il fallait tirer ça au clair parce que finalement, ça va créer une confusion. Merci. Professeur, j'ai fini. Madame Marguerite, je voudrais vous dire que que cela me soit un professeur. S'il vous plaît. Au poliovirus, Thomas, soyez calme. Merci beaucoup, prof. Dans une rencontre scientifique, il faut quand même une certaine discipline qu'on puisse se parler aisément. Et on Mes respects. Thomas, tu dépasses les bords. Bien, Madame Marguerite, vous avez écrit que votre problème, c'était lié au virus associé au vaccin. Je pense que c'est comme ça que vous vouliez le dire. Alors, il faut distinguer le poliovirus qui conduit à une paralysie parce qu'il y a atténuation, il y a diminution de l'atténuation du virus dans le VPO. C'est une catégorie. Mais nous avons aussi, et c'est de cela que Dr Kaozi parlait, sur le poliovirus, donc la poliomyélite qui provient ou qui est associée au vaccin. Deuxième forme, sont des virus, des poliovirus dans le VPO qui connaissent des mutations. Et à cause de ces mutations, il y a accroissement de la virulence avec une sélection naturelle dans une population, et surtout des personnes qui n'ont pas une immunité vaccinale suffisante. Voilà deux différences que je voulais apporter à votre préoccupation. Professeur, s'il vous plaît, permettez. Alors, docteur Pascal Emedi, vous avez la parole. Professeur, est-ce que vous permettez que je place un mot là-dessus, si vous permettez? Docteur Abdallah, oui.
Merci, professeur. Je voulais effectivement compléter votre réponse parce que j'ai vu aussi dans le chat la préoccupation de Madame Marguerite. En fait, juste rappeler, pour ce qui est de poliomyélite liée au vaccin, nous avons 3 catégories. Donc, nous avons 3 catégories, que je peux dire 3 catégories formelles et une catégorie hypothétique. Les 3 catégories formelles, c'est, on peut dire, c'est un cas poliomyélite lié au vaccin bénéficiaire. On peut dire c'est un cas poliomyélite lié au vaccin contact, ou alors on peut dire un cas poliomyélite lié au vaccin contact possible. Et la catégorie hypothétique, c'est quand les cas ne répondent à aucune de ces 3 définitions. Alors, si le temps m'est accordé, rapidement, je peux définir. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Il nous reste 3 minutes, docteur Aimé. Merci. Je pense que je cherche les éléments de réponse. Je mets ça dans les chats. Madame Marguerite pourra. Nous allons passer la parole au docteur Pascal Emedi pour 1 minute parce que le temps. Prof, s'il vous plaît. Non. Ça, c'est un désordre, Thomas. Nous passons la parole au docteur Pascal Emedi. Docteur Pascal. Docteur Pascal. Je pense qu'il y a un problème de connexion. Je vais remercier tous les participants parce qu'il est temps. Nous remercions tous les participants pour leur contribution. Alerte polio. S'il vous plaît, un peu d'ordre, docteur Thomas. Oui, donc je remercie tous les participants qui ont assisté à cette séance et surtout à toutes vos contributions. S'il y a des questions, vous les laissez dans le chat, on va y répondre. Nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine pour un autre thème et ce sera sur le choléra. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup, professeur. Merci, professeur. Je pense que vous pouvez ouvrir vos caméras pour une photo. Oui, en tout cas, on peut ouvrir. C'est Thomas. Merci. J'ai participé, mais les vidéos là, conférence, nous doivent être téléchargées, si possible. Désolé, les vidéos vous seront envoyées. Kuma shamba, il y a 2 pages. Kukulima mpunga huko mashamba. Balancé par les documents. Merci beaucoup. Salut. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Merci. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, professeur. Merci.